Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la table ronde sur le foncier autrement, thématique qui anime beaucoup d'entre nous, dont l'association Cévennes 2050 qui porte du coup cet événement de la convergence des loutres. J'entendais encore Hervé hier qui parlait du fait qu'à Saint-Jean-du-Gard, on n'a que 6% d'autonomie alimentaire. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être débloqués pour augmenter ce pourcentage, comme le fait de débloquer du foncier agricole pour installer des paysans et des paysannes pour produire localement. Et donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, de tous les obstacles auxquels on peut faire face. Donc aujourd'hui, on a 3 intervenants avec nous de différentes structures de foncières. On a Eric Darlé de la Société civile des Terres du Larzac. Donc tu nous diras un mot pour te présenter tout à l'heure. On a Catherine de Terre de Liens, de la structure Terre de Liens. Et nous avons Rémi de la foncière un peu plus locale de la région d'Uzège. Et donc, je suis sociétaire de la Société civile des Terres du Larzac, qui a été créée en 1985 suite à l'affaire du camp militaire du camp du Larzac. C'est depuis 1973, Debré avait décidé une extension du camp militaire existant pour arriver jusqu'à plus de 17 000 hectares. Et suite à une bagarre qui a duré plus de 8 ans, jusqu'en 1981, avec plusieurs actions, voilà, l'affaire du camp militaire, Mitterrand, à son élection, a fait ce qu'il avait promis, au moins ce qu'il avait promis là, c'est-à-dire l'arrêt de l'extension, du projet d'extension du camp militaire du Larzac. Et donc les paysans locaux qui étaient en lutte ont mis pratiquement 4 ans pour trouver une solution, pour gérer ensemble la partie qu'avait préempté l'État, c'est-à-dire plus de 6300 hectares. 6300 hectares sur le Larzac qui avaient été pris pour l'armée, donc qui avaient été pris par l'armée. Et donc, ils ont créé, à ce moment-là, conseillés par des juristes, une société civile qu'ils ont appelée Société civile des Terres du Larzac. Il faut savoir qu'à côté existe une autre structure qui est liée, qui est une société civile maintenant aussi, qui s'appelle la Société civile des GFA, Groupement foncier agricole, et qui était là par contre des apporteurs, les gens qui avaient acheté des parcelles pour lutter contre l'extension du camp. Et à ce moment-là, cet organisme gère en même temps que la Société civile des Terres du Larzac 2000 hectares. Donc, dans le même secrétariat, il y a 2 structures qui gèrent plus de 8000, 8300, 8400 hectares sur le Larzac. Voilà. Donc, il y a à peu près 200 sociétaires, 200 occupants ou utilisateurs des terres et des bâtiments qui sont sur ce COS. La majorité sont paysans, sont agriculteurs et agricultrices, mais il y a aussi des occupants à titre privé de maison ou à titre professionnel de maison. Voilà. Et le conseil de gérance, c'est-à-dire les personnes qui sont élues pour 6 ans au sein de la Société civile des Terres du Larzac, sont constituées de 8 paysans et de 3 non-paysans pour décider des affaires courantes annuelles de ce qui concerne la Société civile des Terres du Larzac. Voilà, j'ai été moi 12 ans gérant à la Société civile des Terres du Larzac. Je suis encore sociétaire, mais pas pour longtemps, puisque étant à la retraite depuis novembre dernier, j'ai mis 18 mois de préavis pour partir et pour laisser une personne, mais on en discutera sûrement tout à l'heure, à une autre personne, l'utilisation de la ferme que j'ai actuellement. Et donc, en début 2026, je vais partir de la ferme. Voilà une explication sommaire, mais je pourrai apporter d'autres précisions un peu plus tard, si vous le voulez. Peut-être, qu'est-ce que ça t'évoque, le foncier autrement ? Le foncier, pour moi, autrement, c'est ce que j'ai vécu longtemps sur le Larzac et qui se vit toujours, c'est l'autogestion. L'autogestion des terres dont on use, qu'on gère de façon la meilleure possible. Bon, il y a sûrement des erreurs, il y a sûrement des petites pistes, mais il y a toujours de quoi avancer. Et un constat,
40 ans de cette autogestion qui était amenée à essaimer. On avait le projet de pouvoir essaimer ce genre de projet ailleurs. Pour l'instant, ça n'a pas été fait par des résistances de l'État surtout. Mais 40 ans de vie, de continuité et de succès, en fait. Ok, merci. On peut passer à Catherine. Oui, bonjour, Catherine. Donc, je suis bénévole à Terre de Liens, Languedoc-Roussillon. Terre de Liens, Languedoc-Roussillon, on l'appelle un mouvement à l'échelle nationale, structuré d'une part en associations territoriales dans lesquelles interviennent à la fois un petit nombre de salariés et beaucoup de bénévoles. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, que je connais le mieux, il y a 6 salariés et environ 70-80 bénévoles. Ça s'appuie sur 3 piliers. Terre de Liens, le mouvement, donc les associations territoriales, il y en a une dans chaque région ou presque, une société foncière qui vit grâce à ce qu'on appelle l'épargne solidaire, c'est-à-dire qu'on peut, comme pour une société, c'est une société civile par action, on peut acheter des actions, mais sans spéculation possible, c'est-à-dire que si on veut un jour récupérer ces actions, on ne va pas gagner spécialement d'argent, elles vont juste vous être rendues avec l'augmentation du prix de la vie. Et puis le troisième pilier, c'est une fondation qui peut recevoir des dons monétaires ou des legs sous forme de terre ou de propriété immobilière. Et donc les associations territoriales sont un peu le bras armé local de la foncière et de la fondation. Ce sont les bénévoles et les salariés qui, sur le terrain, trouvent à la fois des terres à acquérir et des porteurs de projets, c'est-à-dire des candidats à l'installation en agriculture sur ces terres. On n'achète des terres qu'à partir du moment où on sait aussi qu'on a un porteur de projet avec qui on a discuté, dont on a vérifié la validité, la solidité du projet et la pertinence par rapport aux terres proposées. C'est-à-dire on ne va pas installer un maraîcher dans des terres de garrigue ou des terres pastorales. Voilà, Terre de Liens existe depuis 22 ans maintenant, a acquis à l'échelle de la France 400 fermes, ce qui a permis l'installation de 800 paysans. La particularité, c'est que Terre de Liens, en achetant des terres, s'engage à ne plus jamais les revendre. Donc, c'est des terres qui sont préservées du point de vue de leur caractère agricole et qui sont systématiquement louées, dans la majorité des cas, avec des baux, des fermages, mais qu'on appelle des baux ruraux environnementaux, puisqu'il y a des conditions de culture. Il faut d'une part que ce qui se fasse sur ces terres soit nourricier et que ça soit fait en agriculture biologique. Voilà. Donc après, il y a quelquefois des conditions en plus qui sont discutées au cas par cas, dépendant du type d'exploitation qui va être menée. Voilà. Puis après, je vous donnerai d'autres détails. Non, le foncier autrement, oui, la question. Le foncier autrement, je pense que ce qui fait notre particularité, sans doute, c'est le côté que, alors même que une fondation et une foncière, ce sont des sociétés, mais la terre est considérée comme un commun qui n'est pas possédé par le fermier. Le fermier est quand même très protégé parce que le statut du fermage, c'est un statut très très protecteur. Enfin, qui pourra issu de la Révolution et en plus qui permet quand même relativement facilement le développement d'une exploitation parce que c'est pas un loyer non plus très très élevé. Mais c'est vrai que dans notre cas, le fermier n'est pas propriétaire, ne sera jamais propriétaire. C'est déterminé dès le début, tout le monde le sait. Je veux dire, en principe, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais du coup, ça fait que cette terre, eh bien, elle est un commun qui va passer d'un fermier à un autre et qui va rester surtout une terre agricole. Voilà, avec le souci et la prise de conscience que les terres agricoles, c'est un bien fini qui subit une érosion de plus en plus rapide dans notre pays. C'est pas le seul pays, mais c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de terres agricoles
en France. Et donc, c'est pour ça aussi que, de même qu'on a de la difficulté à trouver des candidats agriculteurs, on a aussi de la difficulté à préserver les terres agricoles. Merci. Rémi, de l'association Jean Racine. Alors, notre structure à nous, c'est un peu la petite sœur des deux autres structures qui sont là. On est tout récent. C'est une association qui a 3 ans, qui est née un peu des réflexions post-Covid, etc. Je suis moi-même paysan maraîcher à côté d'Uzès. On est 6 paysans à avoir monté cette structure-là. C'est donc ce qu'on appelle une foncière, qui n'est pas vraiment un terme juridique. Une foncière, c'est un mot générique, on va dire. Donc nous sommes une association et on achète des terres agricoles pour les remettre à disposition des agriculteurs sur notre terrain, mais pas que. On envisage éventuellement de pouvoir loger ces paysans aussi, parce que, par exemple, un jeune installé va avoir autant de mal à trouver des terres qu'à se loger. Donc on va surtout faire ce travail-là. Enfin, on va surtout faire. Pour l'instant, on cherche les moyens à le faire. Et on fait aussi de la réserve foncière actuellement, c'est-à-dire qu'on achète des terres, on préempte grâce à la SAFER. La SAFER, c'est une société qui a une délégation de services publics et donc qui est capable de gérer les terres agricoles. On s'entend plutôt bien avec eux et grâce à eux, on arrive à préempter des terres qui se vendent à des non-agriculteurs pour les garder agricoles. Donc le but, c'est vraiment de garder les terres agricoles, de les sortir du marché spéculatif, de les sortir du marché foncier, de la même manière que Terre de Liens, elles ne retourneront jamais à autre chose que de la terre agricole. Et on a l'ambition d'installer des porteurs de projets sur le territoire. On travaille avec les collectivités publiques aussi, où on met à disposition des terrains pour un espace test agricole, etc. Voilà, on devient un acteur du territoire à travers cette foncière-là, et ça nous permet vraiment d'essayer. Alors aujourd'hui, on a 3 hectares, donc c'est tout petit par rapport aux 6000 hectares de la SCTL. On a une ambition à 1000 hectares en 10 ans. Voilà, chez nous, ça représente à peu près 10 millions d'euros, et on fonctionne uniquement avec les dons. Voilà, donc si vous avez des 10 millions d'euros, on est preneur. On fonctionne uniquement avec des dons. C'est les gens qui nous donnent de l'argent et grâce à ça, on achète les terres agricoles du territoire. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment que jamais ça ne retourne à la spéculation, jamais ça ne retourne à autre chose que les terres agricoles ou à ce qu'on a prévu sur certaines terres. Ça peut être des tiers-lieux aussi, agricoles, mais pas que. Voilà. Et donc voilà, la SCTL, c'est un bel exemple de choses qui durent depuis très très longtemps. Ça n'a pas du tout la même forme juridique, mais il y a plein de formes juridiques qui arrivent, qui existent sur plein de choses. Mais c'est un bel exemple de gestion qui nous inspire fort. Et Terre de Liens, c'est un super partenaire pour nous parce qu'elle nous sert, elle nous a proposé de nous abriter parce qu'ils ont aussi une pépinière de fondation. Enfin, la fondation peut abriter d'autres structures. On n'a pas choisi ce cadre-là, mais c'est une possibilité. Et c'est une super possibilité d'ailleurs. Et voilà. Et le foncier autrement, je vais répondre un peu la même chose que Terre de Liens. C'est le foncier. Chez les paysans, le foncier, c'est très, surtout chez les anciens, chez les paysans depuis plusieurs générations, c'est très intrinsèque à la personne. C'est quelque chose qui leur appartient, c'est quelque chose qui est à eux. D'ailleurs, à la SCTL, il y a dû avoir des histoires avec les natifs du coin peut-être, qui se sentaient peut-être un peu foutus dehors de chez eux par la SCTL. C'est ce qu'on entend dire. Nous, ce qu'on prône, c'est la même chose que Terre de Liens, c'est-à-dire qu'on peut être simplement passant. C'est aussi le principe de la SCTL, c'est-à-dire que ces terres-là ne nous appartiennent pas et il va falloir qu'on les laisse à quelqu'un d'autre derrière. Et donc, voilà, on a besoin de structures pour éviter que ça parte à la spéculation, à du terrain de loisir, à des terrains qui ne servent plus à rien. Tu as utilisé le terme de réserve foncière tout à l'heure, quand tu parlais. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui diffère dans vos 3 fonctionnements. Est-ce que vous voulez un peu expliquer ce que c'est et votre positionnement vis-à-vis de cette stratégie d'acquisition, on va dire, chacun? Je vais commencer. Alors, réserve foncière, nous on fait de la réserve foncière parce que c'est très difficile de trouver le porteur de projet en même temps qu'on trouve le terrain adéquat. Par exemple, on va avoir 2 hectares qui vont se libérer et quelqu'un qui va les acheter pour planter
je sais pas, sa collection de Polonia ou sa truffière pour se faire plaisir ou des trucs. Bon, la truffière c'est sympa, mais c'est pas vraiment c'est pas quelque chose qui va apporter à manger sur le territoire. Il y a une dimension que j'ai pas dit chez Jean Racine, c'est que ça a une vocation à faire de l'autonomie territoriale aussi, pas totale parce que ça n'existe pas, mais en tout cas à contribuer à l'autonomie alimentaire territoriale. Et donc on va récupérer ces terres et on va les garder pour que le moment où on va avoir un porteur de projet, on va pouvoir lui présenter ces terres-là. Et donc, on est en lien avec l'ADEARG, on est en lien avec la SAFER, on est en lien avec la Chambre d'agriculture, on est en lien avec plusieurs structures pour ça. Donc vraiment, le but, c'est, il y a une terre qui part, on y saute dessus. Chez nous, c'est très rare les terres qui partent. Il y a aussi ça, c'est un problème de marché local. Enfin, j'aime pas trop dire ce mot-là, de marché local, mais chez nous, les terres, elles sont rares. On commence à avoir des petits blocs de 2, 3, 5 hectares qui se libèrent. Et donc, on y saute dessus parce que ces trucs-là, il faut pas que ça parte à l'agrandissement à des gens qu'on n'a pas forcément besoin. Il faut justement que ça aille aider des gens qui en ont besoin, des petites fermes qui ont besoin de plus ou des nouveaux installés qui viendront peut-être plus tard. Là, c'est vrai qu'à Terre de Liens, on ne fait pas de réserve foncière, c'est-à-dire qu'on s'interdit presque, je dirais, d'acheter quelque chose si on n'a pas, en parallèle, trouvé un porteur de projet qui va s'installer. Mais voilà, il y a une histoire d'échelle, on a des outils de mise en relation de propriétaires fonciers et de porteurs de projets. On a une échelle aussi qui est beaucoup plus large que la vôtre, on a une histoire, etc. Donc, ce qui fait que en principe, on y arrive. Et enfin, nous, on est effectivement pas on est sur un marché beaucoup plus large en territoire, donc on n'est pas sur un territoire aussi difficile que le vôtre. Et d'ailleurs, quand on essaye d'aller sur le vôtre, on a remarqué, en effet, on a du mal, quoi. Voilà, c'est difficile. Donc nous, nos projets, on les mène dans un temps, dans un délai qui est plus important que celui d'un achat classique, ce qui peut être rebutant pour un porteur de projet, mais comme un propriétaire foncier qui veut vendre. Il faut qu'il soit motivé pour vendre à Terre de Liens parce que au lieu de durer quelques mois comme dans une mutation classique, ça va prendre un an, peut-être un petit peu plus. Donc il faut le savoir parce que nos conditions de décision sont plus complexes, qu'on a un certain nombre d'étapes, l'étape locale, l'étape nationale, ensuite retour sur l'étape locale, de diagnostic, on va de plus en plus loin dans le diagnostic. On s'est aperçu, on a aussi l'expérience, c'est-à-dire qu'avant, au début, Terre de Liens a acheté, on saute dessus, et puis on s'est aperçu après coup que, on n'avait pas du tout compris quel était le problème avec l'alimentation en eau, par exemple. On n'avait pas compris que telle terre n'était pas cultivable de cette façon, etc. Donc maintenant, on va beaucoup plus loin dans le diagnostic. Il y a beaucoup d'allers-retours avec le propriétaire foncier au moment de l'acquisition. Il y a des analyses de terre, il y a un diagnostic sur comment se fait l'alimentation en eau. Et aussi, on a aussi de plus en plus de difficultés et de problèmes avec la question des bâtiments. Ça, c'est un sujet qui est important parce qu'effectivement, les bâtiments, ça peut être nécessaire pour l'exploitation, puis ça peut aussi être hyper nécessaire pour loger les fermiers. Or, comme tout le monde le sait, le prix d'un bâtiment n'est pas du tout le même que celui d'une terre. Il est beaucoup plus élevé, c'est vraiment une autre échelle. Et ensuite, une fois qu'on possède un bâtiment, si ce bâtiment est un logement, maintenant, et c'est très très bien comme ça, il faut qu'il réponde à certaines normes techniques, thermiques, d'accessibilité, etc., etc. Et tout ça, ça signifie aussi des investissements auquel Terre de Liens est obligé de souscrire, parce que si Terre de Liens possède des logements, il a un peu le statut d'un bailleur social. On peut pas louer des bâtiments, enfin, c'est pas bien du tout, mais on peut pas louer des bâtiments qui sont pas parfaitement aux normes du point de vue du logement. Donc, ça nécessite des investissements qu'on n'est pas forcément en capacité de faire, et en plus, un suivi qui n'est pas du tout non plus le même que celui de suivre la vie d'une terre agricole. Donc, on est un peu dans un entre-deux, parce qu'on est à la fois très motivé sur l'idée que se loger, c'est difficile, qu'un exploitant agricole, il a besoin d'être logé sur ses terres, s'il a des animaux, s'il a du maraîchage, s'il a, quel que soit le type d'exploitation, a besoin d'être à côté. Et en même temps,
être un bailleur de logement, c'est un métier, je dirais, c'est un métier à part, et j'en sais quelque chose, c'est vraiment un métier particulier. Donc, on est un peu en train de se demander à Terre de Liens, on en a des logements, hein, mais est-ce que pour l'avenir, on ne devrait pas rechercher des partenariats avec des gens dont c'est le métier, type des bailleurs sociaux? On est voilà, sur cette crête en train de commencer à réfléchir à ce sujet. Ok, on pourra revenir sur cette question du logement plus tard, mais déjà pour la réserve foncière. Alors, pour la partie de la SCTL, il faut savoir que nous, on n'a pas de réserve foncière parce que l'ensemble de l'espace foncier a été acquis de haute lutte. Donc, les 6300 hectares pour le sein de la SCTL. Et donc, les fermes ont déjà été attribuées. Et à la limite, avec les départs à la retraite ou les cessations d'activité, il y a des appels de candidature qui sont faits. En général, c'est la loi qui régule ça. Il y a 18 mois de préavis, normalement, quand les choses se passent bien, entre le départ d'un fermier et le fait que pour le propriétaire, il y ait un appel de candidature qui peut se faire au niveau national ou large, ou alors une information aux associés de la SCTL pour dire cette ferme qui peut être candidat ou qui veut reprendre cette ferme dans les conditions. Donc il y a un choix qui est fait au niveau du conseil de gérance sur les candidatures et l'ancien fermier ou fermière s'en va pour qu'un nouveau ou une nouvelle reprenne. Les baux sont attribués à des personnes physiques. Après, les personnes physiques peuvent mettre à disposition de groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC, ou d'autres types de structures, mais les baux sont attribués à des personnes physiques. Il y a aussi les attributions des maisons. On a des gros problématiques réglementaires, notamment avec les PLU, les PLUI, qui réduisent un peu l'espace autour des fermes, mais aussi qui posent des problèmes sur des vieilles habitations abandonnées ou en ruine, ou même des fermes qui sont cadastrées mais plus normalement habitables. Et là, depuis quelque temps, la SCTL a quand même pris ça à bras le corps pour réinvestir ces lieux, réattribuer des fermes qui n'ont normalement pas mission à être habitées et à être réoccupées. Mais il y a un peu cette bagarre-là qui se remue. Il y a aussi des yourtes qui sont installées. Sur ma ferme, j'ai aidé à l'installation de 2 musiciennes de rue, organisatrices de spectacles, qui se sont installées dans 2 yourtes en périphérie de ma ferme à l'époque, et qui sont toujours actives sur le Larzac, et dont d'ailleurs une est gérante actuellement. Mais c'est des soucis qu'on doit pouvoir gérer, là aussi, les problèmes réglementaires, les problèmes de résistance et des habitats différents. Voilà, et même au niveau des fermiers, on a des gros problèmes au niveau des PLU pour permettre à des fermes de faire un bâtiment supplémentaire pour pouvoir les installer, parce que même en tant qu'agriculteur, si la zone n'est pas comprise, on ne peut pas installer un bâtiment ou une maison ou quoi que ce soit. Voilà, et on a quand même des problèmes de logement aussi. Il y a des terres qui sont attribuées à des fermiers sans logement. Donc c'est une vraie problématique. Et bon, c'est un travail qui est en cours actuellement de commission, parce que les gérants ne peuvent pas tout gérer. Donc il y a sur le Larzac des commissions qui se font avec les sociétaires pour s'occuper soit de l'habitat, soit des questions agricoles, pour aider, trouver des pistes aux gérants pour continuer un travail d'autogestion sur ces problématiques. Et au niveau de Jean Racine, comment vous vous positionnez vis-à-vis de cet accès au logement? Comment vous le facilitez? Est-ce que c'est des questions que vous posez? Alors, c'est des questions qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas acheté quoi que ce soit en logement. Donc, et puis chez nous, les logements, ça cogne très vite très haut, surtout un logement en bon état. Donc on se pose la question de gérer du logement paysan un jour, mais il faut que l'opportunité se présente ou qu'on nous donne un logement. Encore une fois, si vous avez un logement à Uzès, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ce qui m'interpelle dans vos deux visions, dans vos deux discours, c'est il me semble que la SCTL, elle fait des baux amphithéotiques pour les maisons. Comment ça se passe? Parce que d'un côté, Terre de Liens dit que c'est difficile, qu'il faut fournir une maison aux normes. Et vous, comment vous faites? Alors, il y a des maisons qui ont dû être reconstruites, carrément, qui étaient des ruines ou qui étaient
pas fini. En fait, c'est une mise à disposition. Soit au niveau agricole, c'est des baux ruraux, alors qui sont là d'ordre public. On ne peut pas faire n'importe quoi dans les baux ruraux. C'est défini par la loi, les caractéristiques, le paiement, enfin plein de choses. Et puis après, il y a des prêts à usage. Il n'y a pas de location de maison en fait. Il y a la mise à disposition gratuitement de maisons. Les occupants des maisons, alors pas dans le cadre des baux ruraux, qui sont très particuliers, de paysans qui, en même temps que la ferme, comme dans mon cas, occupent en plus la maison, tout est compris dans la... Voilà, il y a le bail agricole, et dans ce bail-là, il y a le bail habitation. Mais pour les gens qui ont des prêts à usage, il n'y a pas de location, ils ne payent que les impôts fonciers et leur part d'assurance locataire. Voilà, c'est tout ce qu'ils payent. Par contre, quand ils font des améliorations des bâtiments, alors là, il y a eu tout un travail de ce qu'on appelle la valeur d'usage, qui est d'estimer quand a été fait les travaux dans la maison, l'amortissement dans le temps de cette amélioration, et un calcul au temps donné, au moment du départ, par exemple, de la personne dans sa maison, d'une valeur, ce qu'on appelle une valeur d'usage. Et ça a été assez compliqué pour trouver quelque chose qui soit assez cohérent avec toutes les différentes maisons qu'on pouvait avoir sur le Larzac. Donc c'est quelque chose qui est toujours en construction. Par contre, il y a déjà eu des tableaux de faits, d'estimation. Il y a des données qui sont dans l'immobilier, qui existent sur les valeurs d'usage, mais là, sur les valeurs immobilières. Mais nous, ce qui est important, c'est d'abord l'usage. Donc la valeur d'usage, je vous donne un exemple qui est recité, on en parlait tout à l'heure. Si quelqu'un met des robinets en or, bon, personne ne met des robinets en or, mais bon, disons, si quelqu'un met des robinets en or dans sa maison, eh bien à son départ, ça sera des robinets qui vont être estimés en valeur d'usage, pas l'or du robinet. Ce qui est la différence dans le capital des estimations immobilières et quoi que ce soit. Donc la priorité est là. Et je voulais juste une petite parenthèse, l'effort général au niveau de la SCTL, ça a été de conserver les valeurs humaines et puis les humains présents sur le territoire. On est la seule région, je pense, agricole en France où on a beaucoup plus de paysans et de paysannes et d'installés aussi sur ces zones que ce qu'il en existait en 1980. Et ça montre aussi quand même le succès de ce type de gestion. Actuellement, on est à 200 sociétaires. Il y a 57 baux ruraux, à peu près une soixantaine de baux ruraux. Donc, il faut considérer que là-dedans, alors c'est une moyenne parce qu'il y a des associations de fermiers uniques, de personnes physiques uniques, et puis aussi des GAEC. Voilà. Et tous ne sont pas forcément sociétaires dans un GAEC aussi. On n'est pas obligé d'être sociétaire de la SCTL quand on est locataire. C'est une implication qui est choisie aussi. Oui, c'est un peu comme nous. Je veux dire, tous nos paysans, en principe, doivent être adhérents à Terre de Liens, mais ils ne sont pas tous forcément bénévoles ou administrateurs. Voilà. Ça, c'est deux choses. Oui, parce que j'ai parlé des bénévoles, qui sont les gens qui sont actifs donc sur le terrain au niveau local, mais on a aussi des adhérents, donc qui adhèrent à l'association, et puis on a aussi des donateurs. Ou des actionnaires qui prennent des parts. Donc, voilà, on peut séparer les trois choses, quoi. L'action sur place, l'épargne solidaire, et puis l'adhésion l'adhésion simple à l'association. Mais moi, j'aurais une question. Alors, si j'ai bien compris votre système, la Société des Terres du Larzac loue des bâtiments, mais les loue en tant que bâtiments, peut-être pas en tant que logement habitable. Et ensuite, c'est à l'occupant d'en faire éventuellement. Elle les loue pas, elle les prête à usage. Oui, mais c'est des prêts à usage, c'est pas une location. Ils sont quand même propriétaires, donc ils ont une responsabilité en tant que propriétaires. Non ? Oui, alors j'ai deux réponses à donner. Un à Rémi en disant que c'est pas des baux amphithéotiques que donne la SCTL aux agriculteurs, aux agricultrices. La SCTL a un bail amphithéotique avec l'État. C'est un bail très spécial qui, au moment de la lutte, l'armée avait négocié que 45 ans et puis on a réussi à bagarrer avec, à l'époque sous Hollande, avec Le Foll,
la resignature pour aller jusqu'aux 99 ans. Donc maintenant, actuellement, la SCTL a un bail depuis 1985 jusqu'en 2084. Donc on n'a pas de souci pour l'instant. Tous les paysans qui sont installés, les paysannes qui sont installés sur les SCTL n'auront pas de remise en cause de leur bail. Et leur bail a été fait jusqu'à leur retraite. Les paysans, la terre aux paysans, aux paysans qui la travaillent. Donc, qui ne la travaille plus, ben, c'est un suivant ou une suivante qui va reprendre la partie. Sur la partie des habitations, ce n'est pas des locations, c'est des prêts à usage. Donc, on loane des bâtiments, même des ruines, à des gens pour qu'ils puissent l'améliorer, y vivre ou y travailler dedans. Et ce prêt à usage est, par essence, gratuit. Ça existe en agricole aussi, les prêts à usage. Hein. Mais là, dans ce cas-là, la SCTL ne fait que des vrais baux ruraux aux paysans. Et dans le cadre des habitations privées ou d'usage professionnel, artisan par exemple ou quoi, c'est des prêts gratuits. Hein, je disais, la seule chose qui doit être payée par ces personnes, c'est les impôts fonciers qui sont et la partie d'assurance locative des voilà. J'espère avoir bien répondu à la question. Oui, c'était bien. C'était justement pour donner une solution à Terre de Liens. Non, mais oui, c'est peut-être une idée. Hein. Il faut dire que on est tout le temps en évolution. On est en évolution dans nos pratiques. On est en questionnement. Il y a plein de choses qui bougent, comme par exemple le fait que normalement, le principe de Terre de Liens, c'est d'acheter des terres nourricières. On est dans le Gard. Tout le monde le sait, on a de plus en plus de terres viticoles qui sont à vendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en achète? Oui, mais est-ce que le vin, c'est nourricier, pas nourricier? Il y a déjà plusieurs interprétations là-dessus. Et ensuite, si on décide que c'est pas nourricier, est-ce que du coup on se refuse à acheter toutes les terres viticoles qui se présentent sur le marché? Et si on les achète pour faire autre chose, comment est-ce qu'on va financer le changement? Et d'ailleurs, ensuite, ça c'est la question plutôt agronomique et environnementale, le changement de culture pour aller vers quoi est-ce qu'on peut aller? Donc tout ça, ça questionne, ça évolue et on est prêt à subir et à trouver des réponses qui seront pas forcément les mêmes que celles qui ont été décidées avant. De même que normalement on achète des terres pour qu'elles soient cultivées. Donc est-ce que ça veut dire que sur les terres ne peuvent vivre que des agriculteurs, ou est-ce que éventuellement, puisque ce qu'on voit aussi c'est que on a de plus en plus de collectifs de gens qui se groupent pour cultiver ensemble, soit une seule exploitation, soit différents types de cultures. Il y en a un qui s'occupe d'élevage, un qui s'occupe de faire le paysan boulanger, un autre qui fait, etc. Mais aussi, quelquefois, il y a des gens qui ont envie de se regrouper dans des collectifs de cette nature pour faire, par exemple, une activité artisanale. Donc, comment est-ce que on réagit? Et au jour d'aujourd'hui, on a des collectifs qui sont à la fois plus nombreux et de plus en plus diversifiés, et y compris accueillant des activités qui ne sont pas que agricoles. Je pense que ça, c'est une évolution et une réponse aussi à des pratiques sociales qui évoluent. Je voulais apporter un complément aussi sur le fait de la responsabilité d'un propriétaire. En fait, aussi, la SCTL s'occupe de tas de relations avec d'autres usagers de son espace, de l'espace qu'elle gère. Je parle des chasseurs. Il y a des sociétés de chasse. Il y a eu des conflits, par exemple, avec des sociétés de chasse qui avaient des autorisations ou du moins des acceptations de chasse sur certains territoires qui étaient sur 5 ou 10 ans. Et puis quand il y a eu des soucis de tir à proximité des maisons, de bris de clôture, de non-chasse de certains gibiers dégradateurs de certaines cultures, enfin des choses comme ça, il a été décidé à la SCTL de signer tous les ans. Et alors là, ça a été la révolution complète. Heureusement qu'on avait aussi des chasseurs qui étaient aussi habitués à discuter avec nous et à parler et qui ont pu faire le contrepoids, mais ça a été très très rude. Par exemple, je vous donne un exemple concret, ça a été aussi les contacts avec les randonneurs. Hein, les randonneurs, l'usage agricole, des fois des chemins qui sont pour certains qui peuvent être gênés, les rapports avec le tourisme.
Le parc naturel des Grands Causses, qui ouvre ou qui met enfin des endroits, qui favorise comment dire la visite de certaines zones agricoles ou sur des zones agricoles de touristes. C'est aussi un travail que doit gérer la CTL. Il y a actuellement, ce week-end, je crois, les Templiers autour de Millau, la course des Templiers. Et aussi la CTL est en relation pour un peu gérer et un peu accepter ça. Il y a énormément d'intervenants sur lesquels d'usagers des zones sur lesquelles la société civile doit intervenir. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi que je voudrais apporter un peu dans la discussion, c'est aussi sur une société civile qui dure depuis 40 ans maintenant, on commence à voir aussi une évolution sur l'implication et le militantisme. Il y a eu des évolutions de ce côté-là. On remarque qu'au niveau de certains paysans ou certains occupants, on a plutôt une position de gestionnaire d'espace, reconnu, assis. Il suffit, maintenant, on est gestionnaire, on est posé. Et puis, il y a quand même toujours aussi, et c'est un peu cet équilibre qu'il faut maintenir, et pour moi, persévérer, parce que j'ai un côté aussi militant, à ce qu'il y ait suffisamment de personnes qui sont aussi un peu dans la bagarre, parce qu'il y a toujours de la bagarre à mener. Je parlais tout à l'heure des PLUI, des habitats allégés, les yourtes par exemple, ou des choses comme ça, qui sont des solutions possibles dans ces zones. Et donc, il y a eu un moment où ça s'était calmé, cette bagarre, au niveau de la CTL, je l'ai vécu. Et maintenant, on est dans un retour de réflexion et même de bagarre, qui est pas frontale, mais qui est quand même là, sur ces sujets-là et sur d'autres. Je veux juste dire, il y a 2 ans, il y a eu les résistantes qui ont été organisées sur le Larzac, sur des terres de la SCTL. Et donc, ça fait partie quand même un peu de cet esprit quand même qui reste un peu militant et qui est toujours là. Tu parlais là tout à l'heure de la retraite, qui est une des grosses problématiques du monde agricole aujourd'hui. Comment est-ce que on prépare sa retraite quand on n'est pas propriétaire de ses terres, de son bâti, etc. Enfin, avec vos structures, quand on est paysan locataire, comment est-ce qu'on prépare sa retraite en général Je ne sais pas si ma question est très claire. Allez, moi j'y suis en plein dedans, parce que je suis retraité depuis novembre 2024, et donc j'ai mis mes 18 mois de préavis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mis mes 18 mois de préavis, ça y est, je rentre à la retraite, donc il se trouve que j'ai signé mon bail en 85. Donc en 85, déjà voulant m'installer sur le Larzac, militant antimilitariste, je savais en signant mon bail que, a priori autour des 65 ans, je partirai. Là, j'ai le temps de le gérer, quoi. Quelque part, c'est à moi de me dire. Et puis, je suis quand même animé par ce truc de dire, la ferme où j'ai vécu, maintenant c'est un changement, mais c'est quelqu'un d'autre qui va la reprendre et qui va la faire évoluer ou la faire. Moi, j'étais dans les huiles essentielles, j'ai été dans les brebis laitières. Maintenant, la personne qui va reprendre est dans le cochon plein air, veut être dans le cochon plein air en vente directe. Voilà, la ferme se transforme, évolue. Elle va construire peut-être des petits bâtiments appliqués à ses cochons. Moi, j'en avais plus. J'avais laissé une partie de mes bâtiments à un voisin, avec l'accord de la SCTL, bien sûr. Et donc, j'ai eu le temps d'anticiper. Ça, c'est pas venu de hier. Ça fait 40 ans que je sais que autour des 65 ans, donc, je me suis à peu près organisé pour ça, quoi. Et c'est ça qui est le problème souvent d'être propriétaire ou d'être dévolu de familles qui ont une propriété avec à la fois c'est un poids énorme et c'est une contrainte. Ça fait qu'on lâche pas les bris, on lâche pas. Moi, je sais que je devais lâcher. C'est jamais évident, mais ça me semble plus facile parce que je le sais depuis 40 ans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, très bien. Si, moi, je peux apporter aussi enfin, c'est pas une expérience personnelle là, mais deux réponses de cas qu'on voit à Terre de Liens. D'abord, les paysans d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes paysans qu'avant. C'est souvent des gens donc qui ne sont pas issus du monde agricole, qui démarrent leur activité agricole pas forcément en début de carrière. Ils ont déjà pendant 10 ans fait autre chose. Et peut-être aussi, pour certains, ils vont faire ça pendant 10 ans, 15 ans, mais
pas forcément 40 ans. Donc l'installation agricole est plus vue comme une période dans leur carrière professionnelle. Et puis l'autre aspect, c'est que quelquefois, Terre de Liens acquiert des terres dans le cadre d'une succession qui peut être liée à un départ à la retraite, acquiert une partie d'une ferme. Ça permet éventuellement d'acquérir, par exemple, dans une famille où il y a 3 enfants, il y en a qu'un qui veut s'installer, les parents partent à la retraite et ne veulent plus habiter sur place, et puis les 2 autres ne peuvent pas payer la part pour le 3e. Terre de Liens va acquérir la part des 2 qui eux ne veulent pas devenir agriculteurs, et ça va être loué à celui qui va garder sa part. Donc Terre de Liens rentre dans une exploitation familiale pour permettre une succession, pour permettre le départ à la retraite des parents, ou quelquefois dans d'autres cas pour permettre l'extension, le développement d'une ferme qui a démarré, qui existe, etc. Donc en fait, on dit que les statistiques montrent que, je crois, les paysans en France, enfin les fermiers en général, ils ont en moyenne 14 propriétaires différents. Et dans ce cadre-là, où chaque exploitation est souvent faite de baux qui sont faits avec X propriétaires, il arrive aussi que Terre de Liens soit lui-même un des propriétaires d'une ferme, ce qui apporte de la souplesse dans toutes ces problématiques, ces moments difficiles de transmission, de départ à la retraite. Alors moi, je suis pas du tout à la retraite, j'ai le temps. Nous, ce qu'on aperçoit, alors je fais aussi partie de la Confédération paysanne du Gard. Le Gard, c'est un territoire un peu particulier parce que c'est un territoire qui, aujourd'hui, n'est plus du tout attractif pour les nouveaux installés. C'est un territoire de passage. C'est-à-dire que les gens qui descendaient dans le sud, qui voulaient s'installer autour de Montpellier, pour faire simple, ouais, c'est trop cher Montpellier, on va dans le Gard. Aujourd'hui, le Gard est devenu trop cher, donc on monte. C'est la Lozère, c'est l'Ardèche, pas partout en Ardèche, et un peu la Drôme, et pas pareil, pas partout en Drôme. Mais en fait, c'est devenu un territoire de passage. Le Gard, c'est devenu très difficile. Et à la fête de l'agriculture paysanne qu'on a fait cette année, on a parlé justement de l'installation et de la transmission des fermes. Et on a eu une jeune chercheuse qui nous a présenté les travaux de sa thèse, puisqu'elle a fait les travaux sur le 34, le 30 et le 48, donc les 3 départements, et elle a regardé toutes les installations et comment ça se passait ces installations. Donc c'est très intéressant. Là, alors je vais aller un petit peu contre ce que tu dis, mais c'est vraiment spécifique au Gard, à la Lozère et à l'Hérault. Il n'y a pas d'installé type. C'est-à-dire que ça peut être des enfants de paysans, ça peut être des orcades familiales, ça peut être des structures en GAEC. Il n'y a pas d'installé type, il y a de tout en fait. Et c'est à peu près 50% à chaque fois. Vous découpez tout en 2 à chaque fois, tac, 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 et vous avez à peu près une vue générale du truc. Donc il n'y a pas forcément... C'est vrai que nous, dans nos milieux, on voit beaucoup de hors-cadres agricoles, on va dire. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait que ça, mais qui viennent vers Terre de Liens. Oui, qui viennent vers Terre de Liens, bien sûr. Donc il y en a beaucoup. Par contre, ce qu'on constate, dans l'autre sens, ça, c'est pas les travaux de la chercheuse, c'est autre chose, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Il y a 50% des paysans qui partent à la retraite dans les 5 à 10 ans qui arrivent là. Ça fait 10 ans qu'on dit ça, et ça continue, la statistique, elle se reproduit. C'est toujours cette même statistique. Et en fait, ces paysans-là, ils ont un problème d'accéder à une certaine retraite, à un certain niveau de vie. Ce problème, il vient du fait que souvent... hormis le fait qu'on a peut-être fait un peu de blague dans notre vie, on n'a pas forcément une bonne retraite, une bonne dotation de retraite. C'est-à-dire que quand on a 800 euros, 600 euros ou 1000 euros, c'est pas beaucoup pour vivre. Donc ils attendent beaucoup de leur foncier, en fait, de la transmission de leur foncier, de la vente de leur foncier. Et on assiste à des agriculteurs qui n'auraient jamais acheté des terres à des prix auxquels ils les vendent. C'est-à-dire des mecs... je vais être un peu méchant, mais c'est une petite image, qu'on jetait au plafond et qui restaient accrochés, qui vendent des terres hors de prix, parce que jamais ils les auraient achetées à ce prix-là. Et on est confronté à ce problème-là, c'est-à-dire des gens qui ont des petites retraites, des petits revenus, et qui comptent sur leur capital. C'est vraiment vu comme ça, un capital immobilier qui est les terres et leurs bâtiments agricoles, ou leurs bâtiments d'habitation aussi. Le fait de quitter sa terre ou son habitation après une carrière, etc., c'est un gros travail. Quand on a été propriétaire ou fils de propriétaire depuis des générations, c'est très dur. Il y a des gens qui sont aussi agriculteurs parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'il y a un poids familial, ils sont obligés de reprendre, etc. Enfin, c'est assez complexe en fait le milieu de l'agricole parce qu'il y a ce lien à la possession.
Et ce lien à la possession, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de le casser un petit peu. C'est-à-dire de dire, écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire, vous n'êtes pas obligé de posséder ce que vous avez. Et c'est de même, pas que pour les agriculteurs. Chez nous, on a des richissimes entrepreneurs ou retraités qui arrivent, qui achètent des masses avec 25 hectares. Hein. Ça coûte 2 millions, oui, merci, 2 millions, paf. Qu'est-ce qu'ils en foutent de ces 25 hectares? Ça leur coûte une blinde à entretenir en plus. Donc notre travail aussi, c'est d'aller dire, OK, vous avez 25 hectares, mais donnez-nous-les, ou donnez-les à des agriculteurs, mais faites quelque chose là-dessus. Vous n'en avez rien à faire de ces 25 hectares. Et en fait, on a tout ce rapport au capital, tout ce rapport à la propriété qui est difficile à changer, qui est très, très, très difficile à changer. Et du coup, à cause de ça, c'est très difficile d'installer des gens. Donc là, il y a un biais politique et il y a un gros travail politique. Ça a été un peu fait avec la loi Chassaigne il y a quelques années, mais il y a un gros travail politique de revalorisation des retraites des paysans. Parce que les paysans, ils ont besoin d'avoir une retraite décente pour pouvoir vivre derrière. Parce que si vous voulez laisser un bâtiment qui va coûter 300 ou 400 000 euros sur le marché, je parle d'un bâtiment d'habitation, et que derrière, il vous faut louer ou racheter un bâtiment, vous pouvez pas le couper de moitié le prix. Enfin, vous pouvez pas dire je vais vendre ça 200 000 euros parce qu'après comment on fait pendant 20, 30 ans qu'on vit derrière ou 40 ans qu'on vit derrière, comment on fait? Donc c'est ça la problématique à laquelle on se heurte au niveau des retraités paysans aujourd'hui. Voilà, donc il y a aussi un travail politique, je pense, à faire. Alors là, ça nous dépasse un peu nos structures. Enfin, quoique on peut aussi militer pour ça, mais il y a ce travail politique-là à dire, lâchez vos propriétés, mais il faut aussi revaloriser les retraites. Il faut aussi arriver à avoir une retraite décente derrière. C'est un gros problème sociétal. Hein. C'est-à-dire, c'est comment on traite les personnes qui ont nourri les autres pendant 40 ans, quoi. Oui, alors à propos d'habitat, de logement. Une petite paire de fois, il a été question d'habitat léger. Et bon, je suis membre même du CA de l'association ALEM, habitants de logements éphémères ou mobiles. Et cette histoire de loger des nouveaux arrivants dans des terrains agricoles, comment on appelle ça, candidats à l'installation, hein, c'est ça le terme, voilà, et de dire bon, effectivement, il n'y a pas de logement et la solution habitat léger qui existe d'ailleurs énormément déjà, hein, il y a des milliers d'exemples, hein, qui fonctionnent très bien, mais évidemment, ce n'est pas légal. Alors, l'histoire de l'égalité, c'est à cela qu'on s'intéresse, pour ne pas dire on s'attaque avec ALEM, c'est qu'on nous dit, je suis un habitant dans un camion aménagé, enfin, je fais partie de cette engeance-là, on nous dit, vous êtes dans l'illégalité. Et nous, ALEM, le boulot de ALEM qu'on se donne parmi d'autres, c'est le juridique. C'est le juridique et on répond non, c'est la légalité qui n'est pas à la hauteur de la situation réelle. Et donc on se bagarre autant que possible d'une manière très légaliste, notre manière en fin de compte, avec les députés, il y en a quelques-uns très rares. Hein. Nos parlementaires nous offrent un tableau désolant. Bon, jusque-là, je ne sais pas trop quoi faire. Mais pour plus d'informations, il y a, c'est demain, oui, il y a 2 interventions dont les membres des juridiques, des juristes de l'association ALEM seront présents pour éventuellement discuter de cette histoire, parce qu'effectivement, tu disais, c'est une solution, ça c'est clair, quoi. Tu parlais du yourte, je crois aussi. Bon, ben voilà. Ce qu'on voit nous sur l'usage, c'est que on a des tonnes de gens qui sont prêts à acheter un terrain agricole à 45 000 euros, 60 000 euros l'hectare, 100 000 euros l'hectare. Derrière chez moi, il y a 3 000 mètres carrés qui sont vendus 30 000 euros. Ouais. Parce que c'est un mec, 100 000 euros l'hectare, vous avez bien entendu. Donc il y a des gens qui sont prêts à acheter 3 000 mètres carrés à 30 000 euros ou 2 hectares à 40 ou 50 000 euros pour mettre leur truc et vivre tranquillement. Sauf que c'est de l'espace agricole qui se perd. Donc on a besoin de la loi pour protéger l'agriculture de ça, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Et ça a été un gros problème. Au même titre qu'il y a eu des paysans qui ont déplacé leur siège social de terre en terre et qui ont construit des maisons chez nous. Et donc maintenant ils sont bailleurs, hein, ils sont plus du tout, le vin ça paye pas, ils s'en foutent. Mais par contre, ils touchent, voilà. Donc il y a des abus des deux côtés. Et il faut qu'on arrive à avoir une législation qui encadre tout ça.
il est possible dans un PLU de définir un espace ou des espaces où l'habitat léger est autorisé. Et ça peut être un énorme espace. Enfin, le maire, il fait ce qu'il veut. Enfin, le maire, s'il vous plaît, le conseil municipal plutôt que le maire, parce qu'il y en a marre des maires qui font tout. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez difficile et qu'il faut énormément encadrer. De même que l'habitat des agriculteurs sur les terres n'est pas nécessaire pour toutes les cultures et qu'il faut encadrer parce qu'il y a très vite, au même titre qu'on peut utiliser des systèmes juridiques, nous, associations, ou autres militants pour déjouer l'État et faire quelque chose qu'on estime de positif. Il y a des gens qui font déjouer la légalité pour pouvoir faire quelque chose à leur sauce. Voilà. Moi, là, on est confronté sur notre territoire à ça, c'est-à-dire un mitage des terrains agricoles parce qu'il y a des gens qui achètent 3000 m² pour leur propre plaisir, planter leur caravane, et ça sort du contexte agricole. Par contre, quand le voisin y traite, ça vient hurler. Par contre, quand il y a du bruit, et on se retrouve à ces trucs-là, on se retrouve avec des paysans qui ont construit des maisons qui valent maintenant 2 millions, qui sont plus paysans, qui ont lâché le paysan, l'agriculture, et qui sont au milieu des vignes, etc., et qui vendent leurs trucs. Il y en a un qui vend le truc 2 millions, et puis après ça râle parce qu'il y a le gars qui traite ses vignes à côté. Enfin, on peut discuter des traitements, etc., c'est pas un problème, mais ceci dit, on a un vrai problème, y compris avec l'habitat léger. C'est à double tranchant, il faut faire très attention, il faut protéger les terres agricoles. Dans certains cas, nous, on est soumis à une pression foncière monstrueuse de la part des autorités publiques qui veulent bétonner, des routes qui s'agrandissent, des actes qui se créent, du fait qu'un terrain constructible, chez nous, ça vaut 250 € le mètre carré, et qu'un terrain agricole, ça vaut 1 € le mètre carré. Voilà, enfin, vous voyez, quand on vous dit que ça devient constructible, vous êtes content quand vous êtes agriculteur. Donc on a ces problèmes-là, et donc il y a des gens qui sont prêts à payer du terrain agricole à 100 000 € l'hectare pour planter leur caravane ou leur yourte. Donc voilà, il faut arriver à encadrer tout ça pour que tout le monde trouve sa place, mais qu'on ne rogne pas l'espace agricole. C'est une question par rapport au Larzac. Si j'ai bien compris, il y avait 17 000 hectares, il y a à peu près la moitié qui est occupée par les deux structures. Et l'autre moitié, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que l'armée a des rapports avec les agriculteurs, c'est-à-dire aide à l'installation d'agriculteurs? Et puis les autres terres du Larzac, qu'est-ce qu'elles font? Par rapport au prêt pour les maisons, est-ce qu'il est indéterminé ou est-ce qu'il est à, mettons, à 1 an, etc. Et puis, est-ce que votre exemple a essaimé un peu partout en France, et s'il n'a pas essaimé, pourquoi? Quels sont les freins? L'expérience Larzac n'a pas essaimé par résistance de l'État. Hein. Il y avait des demandes, notamment à Notre-Dame-des-Landes, d'être un peu sur ce modèle, et ça a été un refus systématique, quoi. Hein. C'est clair. Sur la situation des 17 000 hectares envisagés, c'était un projet. Le projet d'extension du camp militaire du Larzac, qui actuellement fait 3 000 hectares, qui est resté à 3 000 hectares. Je vais vous dire comment il a évolué. C'était un projet. Donc l'État avait préhendé sur pratiquement les 6 300 hectares qui ont été après laissés au domaine, qui les a mis en bail emphytéotique à la SCTL. De l'autre côté, il y a les petites parcelles qui avaient été achetées par les GFA, les différents GFA, il y en a eu 4, qui sont maintenant structurés en société civile. Donc ça, c'est les 1300 hectares. Les autres terres, c'est resté des fermes à titre privé, gérées par des exploitants ou des exploitantes, en GAEC ou pas en GAEC. Enfin, voilà. Le Larzac, c'est aussi une mosaïque, hein, il y avait aussi des agriculteurs plutôt pro-armés, hein, à l'époque. Entre guillemets, vous lirez, il y a pas mal de livres. Encore actuellement, il y a des BD qui sont sortis sur l'histoire du Larzac pour clarifier un petit peu cette évolution, un petit peu des choses. Il y avait notre dernière question sur la durée des préusages. Oui, merci. Oui, j'ai pas précisé. Normalement, les préusages pour des personnes actives, hein, qui logent une maison, c'est jusqu'à la retraite. Mais il y a des préusages
qui sont attribuées à des retraités. Il y a des maisons qui ont été... Alors là, ça dépend des situations. Soit c'est... En général, c'est en nombre d'années. Un nombre d'années, c'est pour 20, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. À partir de là, voilà. Et quand la personne soit décède, soit part de la maison pour aller, si elle est retraitée, pour aller soit en famille ou dans les maisons pour la retraite, à ce moment-là, la maison est réattribuée à quelqu'un d'autre. Vous avez dit qu'il y a des gens qui partent, d'autres qui sont déjà membres peuvent postuler. À terme, est-ce que ça peut pas restreindre l'installation de nouvelles personnes et après faire comme un cocon ou... Non, il y a des fermes, ça c'est géré par le conseil de gérance. Il faut qu'il y ait un consensus. C'est aussi une façon, j'ai peut-être pas précisé un peu la façon de fonctionner du conseil de gérance. Les votes sont très rares. Il y a une consensus pour les 11 gérants de gérer. Si une décision n'est pas prise à un conseil de gérance, on la reporte en général, la plupart du temps, au conseil suivant pour arriver à avoir des consensus. Par rapport à ça, oui, là je vais essayer de continuer là-dessus. Il y a eu un cas, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, de 2 candidats qui ont choisi prévus pour une ferme où là il y a eu un tirage au sort. Ça a été la première fois que ça a été fait. Les avantages et les inconvénients des candidatures font qu'on a tiré au sort carrément la candidature. Mais au milieu, il y avait eu 2 candidats sélectionnés au milieu de 5 ou 6 candidatures préalables. On avait sélectionné 2 candidatures, il y avait 2 choix possibles, 2 couples, et bon, on a tiré au sort. Ça a été la première fois et assumé. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Moi, j'ai juste, avant de vous passer la parole, pour continuer sur le prêt à usage et les gens qui s'en vont, où ils vont, les retraités? Eh ben, soit ils décèdent, c'est arrivé, qu'il y a des décès, malheureusement. Et oui, voilà, soit ils partent en famille, dans leur famille, soit ils partent en maison de retraite. Mais à ce moment-là, l'usage n'est plus fait de la maison. Donc, il y a une réattribution qui est faite. Et là, effectivement, alors là, j'ai pas répondu à cette question, effectivement. En général, c'est des appels à candidature qui se font par les médias, par des réseaux, ça peut être national. Et dans des cas particuliers, il peut y avoir ce qu'on appelle un appel aux associés. C'est-à-dire, on ne va pas faire un appel de candidature générale, mais pour des cas particuliers, on va dire, le conseil de gérance décide de cela. Il n'y a pas d'appel de candidature parce que ce choix est tellement évident ou tellement naturel ou tellement circonstancié, justifiable, qu'à ce moment-là, il y a un appel aux associés en disant « Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une n'est pas d'accord avec ce choix-là au niveau du conseil de gérance ?» Ça s'est fait, par exemple, je vous donne un exemple pour moi. La reprise, la personne qui doit reprendre ma ferme devait être dans le GAEC, devait être associée pour faire un tuilage tranquille, c'est-à-dire nous on continuait notre activité de plantes médicinales et la personne intégrée avec son atelier de cochon pour pouvoir le faire. Vu les contextes économiques qui se trouvent, on a dit on arrête maintenant. Mais cette personne est déjà intégrée sur le Larzac, elle vit, elle participe à des points de vente collectifs, elle est assez intégrée. Et le conseil de gérance s'est posé la question de se dire notre ferme est ultra petite, on peut pas mettre une ferme à brebis laitières par exemple sur notre partie. Le cochon est tout à fait circonstancié. Et donc le conseil de gérance à l'unanimité a dit oui, on va considérer que c'est comme si c'était le GAEC parce qu'elle est déjà intégrée, elle avait déjà fait d'ailleurs un stage, on appelle ça un CEFI, un contrat emploi, formation, installation sur la ferme d'1 an. Elle avait fait une lettre explicative à la SCTL et tout ça. Et donc, c'était une démarche assez naturelle de l'accepter en suivant. Sauf que c'est pas les règles d'appel de candidature. Donc, ils ont dit, on décide à l'unanimité de la choisir comme repreneuse sur cette ferme parce qu'elle est adaptée, elle était prévue pour. Mais si quelqu'un de l'ensemble des sociétaires n'est pas d'accord, qu'il le fasse savoir et à ce moment-là, il y aura une discussion et pourquoi pas une remise à l'ensemble général pour une décision collective. C'est arrivé que de temps en temps, il suffit d'une voix au niveau du conseil de gérance
pour donner un veto et pour faire passer un choix, une décision au niveau d'une assemblée générale. Ça s'est fait 2 fois sur le Larzac. Et à 3 voix près pour une fois et à 1 voix près pour une fois, il y a eu un choix de fait. Et donc, ça voulait dire que c'était très, très partagé au niveau du collectif de la SCTL. Ces problématiques-là, à ce moment-là, étaient très partagées. Donc, au niveau du conseil de gérance, il avait suffi d'1 voix ou 2 ou 3 pour dire, on ne décide pas au niveau du conseil de gérance, on n'a pas le consensus, la décision doit être prise en assemblée générale. Est-ce que vous avez dans les communes que vous connaissez des communes qui ont des terrains sans maître? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Enfin, comment vous faites avec ces communes? Est-ce que vous arrivez à les toucher? On va dire pas vraiment, il y a toujours un nom associé à un terrain, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont ce terrain. Qui ont leur terrain, donc il y en a qui sont squattés, il y en a qui sont, moi j'en connais même qui sont plantés en vigne. Le propriétaire n'est pas au courant. Comment ça se passe? C'est assez difficile parce que un terrain où il y a, si c'est un agriculteur qui est dessus, qui a déclaré le terrain, etc. Juridiquement, c'est assez difficile de le déloger, même s'il n'a pas de contrat. Parce qu'il y est déjà. C'est une bataille, mais ça se fait de déloger s'il a vraiment rien, mais ça prend des plombes, ça prend beaucoup d'énergie, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue propriétaire, on va dire. Et après, on a des terrains en friche, des terrains qui appartiennent à des gens qui sont à Lyon, à Saint-Étienne, à Paris, ou enfin même des Suisses, des Hollandais, plein de choses comme ça. Comment on fait? On aimerait pouvoir les contacter pour leur dire donnez-nous ou vendez-nous vos terrains. Ça, c'est un travail qu'on aimerait faire. Ça prend du temps. Alors, à partir de cette année, on a une salariée, on a un super donateur qui nous finance une salariée. Donc, on va pouvoir peut-être développer ce truc-là. Mais il y a tout un travail de recherche de foncier. Et ce travail de recherche de foncier, on le fait nous d'abord par nos implications autres. Via la Confédération paysanne, par exemple, je reçois des notifications dès qu'il y a une terre qui est en candidature, c'est-à-dire que quelqu'un demande à la SAFER de lui trouver un repreneur, locataire ou acheteur, et je vois passer toutes les notifications de vente. C'est-à-dire que nous, dès qu'on voit que Tartampion de Montpellier, il achète un terrain à Uzès, pof, on essaye d'y mettre la main dessus. Ça nous coûte beaucoup d'argent parce que il y a des frais de notaire en plus, il y a des frais de SAFER en plus, etc. Mais on les sort de ce truc-là. Les terrains de 100 mètres, comme vous dites, c'est assez difficile. C'est tout un travail de recherche. C'est vraiment. Moi, je peux donner l'exemple de notre ferme. On a un terrain derrière chez nous. Si vous connaissez Madame Mandereau, Cécile Mandereau, je la recherche. On y a envoyé un courrier. Elle nous a jamais répondu. Ce terrain, il est squatté par quelqu'un qui est pas du tout agriculteur et qui fait même de l'incinération sauvage dessus. Et ce terrain-là, il est là. C'est un petit terrain. Hein, ça fait 3000 m². Moi, j'ai une petite ferme. Je suis maraîcher. J'ai 2 hectares. J'ai pas plus. Mais ce petit terrain-là, la personne n'a jamais donné signe de vie. La mairie l'a contacté, il n'y a jamais eu signe de vie. Et après, c'est des enquêtes à faire, quoi. Mais ça prend du temps, ça demande du personnel ou des bénévoles. Si vous voulez être bénévole, c'est avec plaisir. Il existe une procédure sur la récupération des biens en friche et manifestement non cultivés. Quand les terres ne sont pas cultivées depuis plus de 3 ans, les communes peuvent faire une recherche sur l'existence ou sur le fait de retrouver ou pas les propriétaires, et ensuite éventuellement elles peuvent via cette procédure récupérer les terrains. Si par exemple à la suite d'une succession il s'est rien passé, ça peut arriver. En regardant avec le fait que les impôts fonciers sont payés ou pas, et via le biais d'un affichage, une sorte d'enquête publique, si vous voulez. Enfin, c'est pas vraiment une enquête publique, mais des communes volontaires peuvent faire des recherches pour à la fois établir, inventorier les biens en friche, les récupérer et ensuite les revendre à des agriculteurs, par exemple, ou à Terre de Liens ou à une foncière. Voilà. Mais il faut que la commune soit volontaire. Enfin, c'est pas que la commune, hein, ça peut être fait par quelqu'un d'autre, mais disons qu'il faut que ça soit fait. C'est beaucoup plus facile de le faire si la commune est volontaire, parce que si la commune n'est pas volontaire, il va falloir demander au service des hypothèques propriété par propriété, alors que la commune elle a tout le fichier, elle peut directement aller sur le fichier.
Mais je prends l'exemple, par exemple, de la commune de Sandras, qui est une petite commune. Non, c'est la commune des Mages, dans le Gard, pas loin de Saint-Ambrois, qui a fait ça et qui a réussi à récupérer quand même 19 hectares. Ça leur a fait un petit budget de 17 000 euros, avec lequel, voilà, à l'échelle de leur commune, c'était bien. Donc il y a quelques communes qui utilisent ces procédures, mais beaucoup de communes ne connaissent pas forcément toutes les procédures auxquelles elles peuvent faire appel pour récupérer des terres agricoles, des terres en friche, etc. Une petite parenthèse aussi sur les sectionaux. Je ne sais pas s'il en existe beaucoup dans le Gard. Les sectionaux. Alors c'était issu aussi de la Révolution au moment du cadastre. Vous avez des communaux, mais qui sont propriété de la commune, gérés par le conseil municipal et le maire. Et puis vous avez les sectionaux qui sont très particuliers, en fait, qui sont gérés par les maisons dont la fumée fume dans les villages. C'est-à-dire par les occupants de la commune. Et donc il y a c'est un conseil du sectionnal, hein, c'est les gens qui se réunissent et qui déterminent le bois pour l'année, la pâture, pourquoi pas les plantes médicinales ou du moins les champignons, des choses comme ça. Et donc il y a des parcelles. Et ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de ces sectionnaux sont récupérés par soit des agriculteurs et les transfèrent à la commune qui des fois aussi les revend. Et donc il y a aussi des problèmes fonciers importants sur des grandes zones comme ça, qui sont transmises par méconnaissance aussi de la loi, hein, ou par du moins répréhension par les gens qui connaissent un peu ce phénomène. Et c'est quelque chose quand même à savoir. Genre, je sais pas si ça existe dans le Gard, en tout cas ça existe dans l'Aveyron, ça existe pas mal de centres en France. Hein, mais voilà, c'est une problématique actuelle qui se crée et qui est assez embêtante. Vous semblez avoir dit que c'est vraiment aux personnes physiques que les bails ou les prêts à usage sont faits. Est-ce que c'est également pensé ou possible de le faire à des coopératives type SCOP, où les bails ne sont que sur personnes physiques? Pour la SCTL, c'est choisi, c'est que pour les personnes physiques. Alors les personnes physiques ont le bail à leur nom et le mettent à disposition soit d'un GAEC, mais pourraient le mettre à disposition d'une SCOP ou d'une SKIC ou voilà, différents types de groupements de travail. L'important, c'est que l'usage soit maintenu en fait. Mais le choix a été au départ et reste comme ça à ce que les baux, au moins les baux ruraux, mais même aussi les prêts à usage, soient attribués à des personnes physiques. Nous, c'est des réflexions en cours. On est une jeune foncière. Donc, j'imagine qu'à la SCTL, ça s'est fait aussi petit à petit en fonction de ce qui se présentait. À l'époque, nous, on voit pas d'inconvénient. Alors, juste, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, le terme foncière, c'est un terme générique. Ça détermine pas, et ça détermine pas une structure juridique. Et le terme de scope ne détermine pas une structure juridique. Ça détermine uniquement un mode de fonctionnement parce qu'il y a plusieurs structures juridiques qui peuvent être en scope. Donc ça peut être une SA, ça peut être plein de choses qui peuvent être en scope. Donc c'est important. Donc nous chez Jean Racine, on est plutôt dans le jeu collectif. Donc on n'aurait aucun inconvénient à faire un bail, soit qui est en nom propre à quelqu'un et qui peut être transmis à une structure, et certainement directement peut-être à une structure dans la mesure où elle rentre dans un certain cahier des charges et certaines clauses. Juste, je rebondis tout à l'heure sur ce que tu disais, vous faites des baux environnementaux. Nous, chez Jean Racine, on s'est refusé à faire de baux environnementaux parce que c'est un bail qui peut être continué même si l'agriculteur ne respecte pas ces clauses environnementales. Le bail environnemental ne protège pas réellement le propriétaire sur le mode de culture. Le seul truc qui ne peut pas être cassé, c'est une ORE, une obligation réelle environnementale. Et nous, on s'est engagé à faire des obligations réelles environnementales sur nos terrains. Donc, on va faire une grosse ORE sur plusieurs terrains agricoles pour justement garantir alors, généralement, les adhérents et les porteurs de projets sont plutôt là-dedans, mais nous, le notaire à qui on a affaire, qui est spécialiste dans le Gard, nous a bien dit qu'il avait vu des bails environnementaux qui n'avaient plus leur fonction environnementale parce que la personne n'était plus dans les conditions du bail, mais comme il était agriculteur et qu'il cultivait, on le laissait cultiver.
Ça, c'est parce que c'est le tribunal des baux ruraux, parce que c'est tout ça, et que donc c'est quelque chose, vu que l'agriculture est un peu difficile en ce moment, ben, ils ont plutôt tendance à trancher en faveur de l'agriculteur, et nous a vraiment conseillé de faire des ORE. Juste été au passage, voilà. Mais est-ce que tu peux faire une ORE sur un sujet aussi large? Moi, j'avais compris que les ORE, qui sont des servitudes, mais bon, je suis pas une spécialiste sur la question, hein. C'est le fait, par exemple, de construire des haies, de préserver tel arbre, ça concerne une servitude sur un aspect, un point particulier, précis, complètement déterminé. Non, c'est l'obligation de cultiver, par exemple, en agriculture biologique. Ça peut faire partie d'une ORE. Bon, peut-être. Je l'apprends, mais très bien. L'ORE, tu peux mettre ce que tu veux. Nous, par exemple, dans les ORE, ce qu'on va mettre, c'est une obligation de maintien ou dégradation des sols. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le sol perde sa matière organique. Donc le preneur, il aura obligation de maintenir le taux ou de l'aggrader, c'est-à-dire d'augmenter le taux. Tu mets ce que tu veux dans une ORE, vraiment. Non, mais tu peux, dans une ORE, tu peux mettre 1000 paramètres et tu peux dire agriculture biologique. Juste une petite précision sur le choix du bail et ou du prêt à usage sur des personnes physiques. C'est un choix politique. C'est-à-dire que si en agricole, on a ce problème-là quand même, hein. C'est-à-dire que le GAEC, on peut pas, le propriétaire n'a pas de droit de regard sur le GAEC. C'est-à-dire que si la personne physique a un bail et qu'elle intègre quelqu'un dans le GAEC et qu'elle met à disposition du GAEC l'usage de la ferme, on peut pas regarder dedans. Mais il y a quand même, comment dire, c'est compliqué après l'introduction de nouvelles personnes, la transmission dans le sein. L'important pour la SCTL, c'est qu'il y a un nombre que l'humain soit quand même privilégié par rapport à ça. Et que si la SCTL loue à une structure, eh ben, une structure peut se retrouver peut-être qu'à un seul ou deux humains, alors que auparavant, il y avait 4 ou 5 personnes vivant étant locataires du lieu. Donc c'est quand même un choix qui est assumé et qui continue. La deuxième petite chose que je voulais juste dire, il y a un problème actuel, il y a cette problématique entre bail rural pour la partie agricole, mais des fois, il y a des structures qui sont assez petites et qui ont évolué vers de l'accueil ou vers des prestations de restauration, de choses comme ça. Ça serait presque transmissible avec des baux commerciaux. Et à ce moment-là, on commence à avoir une marchandisation de l'activité et donc il y a une résistance aussi de la SCTL à reconnaître des baux commerciaux sur des zones, sur du foncier. On va devoir s'arrêter là. Merci à vous aussi pour votre écoute.